L'échiquier international, soyez les bienvenus. En langage familier, on appelle ça un clash, sauf que quand cela met en scène le président des États-Unis face au président ukrainien et que le contentieux tourne autour de l'éventuelle menace russe, et si la guerre otano-ukrainienne devrait s'articuler à des niveaux supérieurs, le clash en question pourrait avoir des répercussions majeures sur la suite des événements en Ukraine et surtout redéfinir le rapport entre Washington et l'UE. Trump lui-même rétorqua à Zelensky dans cette séquence « Vous prenez des risques qui pourraient aboutir à la Troisième Guerre mondiale ». Qu'en est-il réellement? Quelles seraient les retombées politiques assorties de cette algarade entre le président Donald Trump et le président ukrainien? Va-t-on vers une paix définitive en Ukraine? Et du côté de Moscou, comment réagit-on? Et surtout, est-ce que Trump, en congédiant ou éconduisant Zelensky, n'a pas reconnu d'une certaine manière pas seulement la victoire russe, mais surtout sa puissance? Et sur quoi repose justement cette puissance réellement? Une pléthore d'interrogations que nous soumettrons à notre invité du jour. À tout de suite. On aurait dû peut-être intituler cette émission Trump-Zelensky, les dessous de l'altercation, les dessous du clash. Une altercation que certains ont trouvée méprisante pour le représentant ukrainien, alors que d'autres, au contraire, ont vu une forme de réalité crue des oppositions sur ce dossier. Les Européens, eux, se sont réunis rapidement après l'incident pour repenser leur sécurité sans l'aide américaine et la Russie dans tout ça. Pour en parler, je reçois donc le géographe et spécialiste de la Russie, auteur aussi, David Tertry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit un ouvrage remarqué et remarquable pour ma part, Russie, le retour de la puissance. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors David Tertry, commençons tout d'abord pour parler de cette altercation entre Trump et Zelensky au sein du bureau ovale. Quand on a vérifié sur Internet, on a retenu que seulement 5 minutes des discussions, certes houleuses, mais en tout, les échanges ont duré 50 minutes. On a tous vu, malgré tout, les lignes de mésentente, finalement, entre Zelensky et Trump. Et comment vous avez perçu cette altercation, cette séquence? Oui, alors d'une part, cette altercation, elle est, on peut le dire, sans précédent, hein. En général, les négociations parfois un peu musclées entre les dirigeants de ce monde se passent hors des caméras et les quelques différences qu'il peut y avoir sont exprimées en termes diplomatiques. Ici, on a eu le droit, effectivement, à une altercation très, très grave, très musclée. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des interprétations extrêmement divergentes sur ce conflit. Du côté américain, en tout cas du côté de l'équipe de Trump, on estime que Zelensky, le comportement de Zelensky, les mots qu'il a pu utiliser, la façon dont il s'est exprimé envers Donald Trump et également à l'égard du vice-président Vance, était irrespectueux. À l'inverse, la majorité des capitales européennes, des élites européennes, ont considéré qu'au contraire, c'était Zelensky qui avait été maltraité par l'équipe présidentielle autour de Donald Trump. Donc on voit déjà qu'il y a deux interprétations très différentes et que ces interprétations, elles opposent les États-Unis à l'Europe. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très nouveau, puisque jusqu'à récemment, finalement, on avait plutôt estimé que le conflit ukrainien avait permis de ressouder le lien transatlantique. Alors justement, au sujet de ce conflit ukrainien, puisqu'il est question de cela, finalement, ce qu'on retient de cette altercation, c'est que les grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie se parlent et peut-être vont aboutir à la fin du conflit en Ukraine. Une Europe, au contraire, est à la marge. Conclusion, clap de fin pour le dossier ukrainien? Alors, c'est quand même beaucoup trop tôt pour le dire, hein. Il faut bien reconnaître que Donald Trump s'était sans doute avancé un peu vite en estimant qu'il serait capable de résoudre ce dossier très rapidement. En La 24 plupart heures. des analystes
était tout à fait d'accord sur ce point. Ce qui est nouveau, c'est que dans un premier temps, les élites occidentales considéraient en général, même autour de Trump, a priori, que le partenaire, ou en tout cas le négociateur le plus difficile serait Vladimir Poutine, et qu'il serait finalement sur des positions très dures qui rendraient difficile tout accord. À l'heure actuelle, avec ce conflit, on s'aperçoit que, pour le moment en tout cas, c'est la relation avec l'Ukraine qui s'avère plus difficile pour l'équipe de Trump. Alors, à savoir, est-ce que voilà, ça renvoie à de vraies divergences sur la relation avec l'Ukraine, sur l'ampleur de l'aide qui a été accordée par les États-Unis, sur ces fameux accords sur les métaux rares, ou est-ce que c'est aussi une volonté de l'équipe de Trump, finalement, de prendre ses distances avec l'Ukraine en considérant qu'elle a perdu la guerre et, d'une certaine façon, en prenant ses distances avec cette dernière, elle se désolidarise finalement du dossier. Hein, ça serait l'idée que finalement, ce n'est pas les États-Unis qui ont perdu la guerre, ce ne seraient pas les États-Unis qui auraient perdu la guerre en Ukraine, mais l'Ukraine elle-même, du fait d'une position jusqu'au boutiste. Alors, au sein des médias européens, on a mal reçu ou perçu l'engueulade, devrions-nous dire, au sein du bureau ovale. Trump prévient que ce qui est en jeu est rien que moins la troisième guerre mondiale. Et en face, au contraire, on a Paris, Londres et l'UE qui disent qu'ils sont prêts à soutenir l'effort de guerre ukrainien si, il y a désengagement de Donald Trump. Oui, alors ça paraît, ce sont des déclarations qui n'engagent que leurs auteurs, parce que on sait bien que l'Europe, depuis des années, compte sur le parapluie militaire américain, que dans le cadre du conflit ukrainien, l'acteur qui a aidé le plus l'Ukraine, non seulement au niveau des fournisseurs d'armes, mais aussi avec toute la logistique, les satellites, le renseignement, la formation. Donc c'est tout un complexe d'actions venant en aide à l'Ukraine qui sont largement portées par les États-Unis. Les Européens, il est vrai, se sont mobilisés, ils apportent une aide importante, mais si du jour au lendemain les États-Unis venaient à faire défaut, ils ne seraient pas en capacité de les remplacer pleinement. Donc on peut imaginer que l'Europe puisse un certain temps soutenir l'Ukraine pour ne pas qu'elle s'effondre totalement, mais ils ne pourront pas remplacer les États-Unis sur ce dossier. Alors, vous avez écrit, je le disais au tout début, un livre s'intitulant Russie, le retour de la puissance. Parlons-en. La Russie dans tout ça, on se rappelle qu'un certain ministre français répondant au nom de Bruno Le Maire, il y a 3 ans, disait que le conflit, les sanctions à l'endroit de l'économie russe allaient la mettre à genoux. Vous, au contraire, dans votre ouvrage Russie, donc le retour de la puissance russe, vous expliquez les dessous de cette forme de résilience russe et que d'une certaine manière, la Russie se préparait à une confrontation avec les politiques atlantistes. Finalement, la stabilité russe n'est pas vraiment une surprise à vous lire. Oui, alors effectivement, pour beaucoup d'analystes, elle a été une surprise et pour les élites occidentales encore plus. Hein. Et effectivement, il y a les propos de Bruno Le Maire qui sont bien connus parce qu'ils étaient très radicaux, hein, en pensant que... et ces propos, en plus, ils datent de mars 2022. Donc on est au tout début des sanctions. Ce sont les premières sanctions et déjà Bruno Le Maire escompte un effondrement de l'économie russe. Mais il n'est pas le seul. Hein. On se rappelle aussi la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, qui imaginait que les industriels russes démontaient des machines à laver pour soutenir l'effort de guerre, pour reconstruire des chars. Donc tout cela participait d'un imaginaire d'une Russie délabrée, incapable de soutenir un effort de guerre, et finalement d'une Russie qui est assez méconnue
des élites occidentales. Alors de mon côté, j'avais une analyse un peu différente, et même assez différente. Pourquoi? Parce que j'avais observé, y compris dans cet ouvrage, effectivement, que depuis 2014 au moins, il y avait une politique de mise en place que les Russes appellent de substitution des importations. Donc, ils ont commencé en fait à travailler à abaisser, permettre une dépendance moindre de l'économie russe vis-à-vis de l'Occident. Et donc, on a dans un certain nombre de domaines, celui qui a été le plus spectaculaire dans un premier temps, ça a été l'agroalimentaire. La Russie est devenue en quelques années, pardon, autosuffisante dans le domaine agroalimentaire, alors qu'elle importait massivement des produits alimentaires depuis l'Europe Les avant exportations 2014. agroalimentaires ont atteint, à vous lire, en 2020, 30 milliards de dollars, soit supérieur aux exportations de gaz qui, elles, sont limitées à 26 milliards de dollars. C'est-à-dire que ça devient vraiment une puissance agroalimentaire et au-delà de l'autosuffisance. Tout à fait. Alors, mais il y a deux volets parce que effectivement, les exportations de céréales avaient débuté, enfin, leur augmentation avait débuté avant 2014 et elles se sont poursuivies par la suite. Et donc ça, c'est un premier volet, hein, l'aspect exportateur. Mais dans le même temps, la Russie importait beaucoup des produits qu'elle consommait pour que la population consommait au jour le jour. Et là, il y a eu un véritable effort, hein, dans tous les domaines pour produire en Russie. Et effectivement, désormais, c'est une grande puissance agricole. On l'a vu lors du conflit, il y avait la crainte finalement que les céréales russes et ukrainiennes ne parviennent plus aux marchés mondiaux. Et on sait bien, d'ailleurs en Méditerranée, au Maghreb, que le blé russe On a a fait. tendance à remplacer le blé provenant d'Europe et de la France en particulier. Ce qui pourrait inquiéter, c'est ce qui a été une source d'inquiétude pour les élites occidentales, finalement, du retour. Un des exemples qui illustre le retour de cette puissance russe, on l'a vu déjà avec la crise ukrainienne, même si cela s'est soldé par le départ de Bachar el-Assad en Syrie, l'inconnu ou la variante russe était déterminante. Les BRICS aussi, la dédollarisation, la Russie a fait débat. Même durant la séquence du Covid, David Teutry, avec le vaccin Spoutnik face aux politiques sanitaires mondiales. Tout ça pour dire que la Russie fait toujours, d'une certaine manière, une contre-proposition et dans plusieurs domaines à l'agenda mondialiste occidental, on va le dire comme ça. En tout cas, effectivement, c'était assez inattendu. Il y a encore une dizaine d'années, on a l'impression que la Russie, c'était d'ailleurs l'expression de Barack Obama, hein. Barack Obama avait dit, la Russie n'est plus qu'une puissance régionale. Et en réalité, on a observé depuis 10 ans un retour sur la scène internationale. Il y a eu l'intervention en Syrie, dont l'issue à l'heure actuelle est ambivalente pour la Russie, mais en même temps, on s'aperçoit que certains pensaient qu'elle allait être éjectée de Russie très rapidement, de Syrie, pardon, très rapidement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En final, elle parvient à négocier avec les nouvelles autorités. Et plus largement, on sait, il y a un retour de la Russie en Afrique, hein, qui est très sensible, d'ailleurs, en bonne partie aux dépens de la France. Et dans le domaine des relations internationales globales et notamment de la gouvernance mondiale, vous l'avez évoqué, les BRICS, initialement, sont une initiative russe, même si l'un des poids lourds dans les BRICS est évidemment la Chine. Et donc, on voit effectivement que, un peu dans tous les domaines des relations internationales, la Russie tente de se positionner. Elle se positionne et elle est un adversaire, en tout cas un concurrent à l'échelle internationale, qui reste un concurrent très sérieux que peut-être les Occidentaux avaient sous-estimé. Est-ce que cette forme de stabilité, on ne va pas dire puissance, mais stabilité russe, n'est pas à confondre avec une stabilité poutinienne, puisque quand on voit les chiffres entre 2000 et 2017, le taux de décès par alcoolisme a chuté, le taux de suicide également, le taux d'homicide, par exemple aussi, la mortalité infantile est tombée en 2020 à 19 pour 1000, de 19 pour 1000 à 4,4 pour 1000, moins que celle des États-Unis, chiffre de l'UNICEF, hein.
Ce qui fait dire par exemple à Emmanuel Todd qu'une mortalité infantile inférieure à celle des États-Unis ne peut pas ne peut pas faire du pays en question un pays plus corrompu que des Américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, effectivement, avec Emmanuel Todd, d'ailleurs, voilà, nous discutons un peu de ces questions. Nous avons pu échanger à plusieurs reprises. Et Emmanuel Todd est connu, hein, pour avoir anticipé la chute de l'URSS sur les questions démographiques. Et là, au travers de cette analyse des facteurs démographiques, on s'aperçoit que dans bien des domaines, pas tous, mais dans certains domaines, les États-Unis ont de gros problèmes au niveau démographique et que la Russie, même si elle est encore loin de connaître une démographie qui soit stabilisée, a connu de très fortes améliorations. Donc ces trajectoires divergentes laissent penser que, effectivement, quand on a une mortalité infantile très faible, ça veut dire qu'on a des structures de santé efficaces, ça veut dire qu'on a tout un contexte socio-économique qui le permet. Et c'est l'une des illustrations, manifestement, de ce redressement de la Russie. Alors, le retour de la puissance russe, pourrait-on la confondre avec une forme de stabilité poutinienne? Deuxième question, Poutine, l'année prochaine, sera à la tête du Kremlin depuis 25 ans, soit un quart de siècle. Est-ce qu'on lui pourrait lui reconnaître ou lui devoir toutes ces prouesses, cette stabilité, ce retour à la puissance, cette pacification au niveau du corps social également? Alors, c'est toujours une question, c'est presque une question philosophique. Ça, c'est la place de l'homme, hein, de l'individu, du dirigeant dans les évolutions d'un grand pays ou d'ailleurs de la plupart des pays. Qu'est-ce qui relève finalement des forces profondes des peuples, hein, en l'occurrence du peuple russe, de l'État russe, qui avait débuté un redressement quelques années, disons quelques mois, quelques années. Le redressement russe, il était déjà un petit peu perceptible avant l'arrivée de Vladimir Poutine, et ensuite ce dernier a travaillé à l'amplifier. Ensuite, évidemment, il y a toutes les controverses sur un pouvoir qu'il a depuis effectivement un quart de siècle, hein, ce qui est quand même extrêmement long, et qui en Occident est vu comme la mise en place d'un régime autoritaire. Et puis on a la question du conflit à l'heure actuelle en Ukraine et de ses conséquences à court, moyen et long terme. Dans quelle mesure on voit bien que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la Russie, elle ne s'est pas effondrée, elle a tenu. Et donc, elle est même à l'heure actuelle possiblement perçue comme plutôt le vainqueur ou partiellement de ce conflit. Mais il a un coût, hein, ce conflit, il a un coût humain, il y a une rupture avec l'Europe, et donc il faudra sans doute dans quelques années faire le bilan de l'ensemble de ces actions. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour avoir un bilan complet de la situation. Alors, je reparle de votre livre Russie, le retour de la puissance, mais vous pointez malgré tout quelques fragilités. Est-ce que la Russie est à la hauteur de ses ambitions? Quelles Oui, alors seraient les voilà. fragilités ou les lacunes encore à remplir ou à combler? Oui, alors il y a effectivement un certain nombre de fragilités que j'examine dans l'ouvrage. La première d'entre elles, qui est assez connue, hein, on en a parlé tout à l'heure, dans le sens d'un redressement d'un certain nombre de facteurs démographiques, mais la Russie reste un pays qui perd des habitants, hein, dont le solde démographique est négatif. Alors, elle est loin d'être le seul, et en réalité, on a de plus en plus de pays qui connaissent cette situation, y compris le géant chinois, hein, la Chine, depuis plusieurs années dispose d'un solde démographique négatif. Mais pour la Russie, ça dure depuis relativement longtemps. Et ça, c'est un objet de préoccupation majeur pour le pouvoir. Le Kremlin a mis en place un grand nombre de politiques natalistes pour tenter de redresser la situation, mais ça reste un objet de fragilité. Et ça implique d'ailleurs une forte immigration, hein. Donc, il y a une forte immigration vers la Russie
depuis les républiques ex-soviétiques, tout particulièrement depuis l'Asie centrale. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui est hérité en partie des années 90, mais qui n'a pas été résolu totalement, c'est les énormes différences, les écarts sociaux, hein, et l'opposition entre une élite économique très, très riche et puis une population qui a un niveau de vie encore nettement moins important qu'en Occident. Et qu'en est-il de Ça, la c'est classe moyenne? Est-ce qu'elle existe, la classe moyenne russe? Est-ce qu'elle est stabilisée? Quelle est sa santé socio-économique? On va poser la question comme ça. Alors, la classe moyenne russe, ça a toujours été un petit peu le débat chez les économistes et les sociologues. Est-ce qu'elle existe? Voilà, quelle est l'ampleur de cette classe moyenne dans l'ensemble de la population? Ça a longtemps été assez difficile à mesurer parce que les statistiques russes sont pas forcément tout à fait en ligne avec les nôtres. Parce il y avait pendant longtemps une économie grise assez importante. Donc, Marché noir. Parler du marché noir. voilà, le marché noir, les salaires qui sont payés partiellement, officiellement, et puis en partie sous le manteau. Donc, la réalité de cette classe moyenne, elle reste assez difficile à établir. Euh, et en plus, elle est en transformation depuis 3 ans, puisqu'on a une restructuration importante de l'économie russe face aux sanctions. On a un retour de l'industrie manufacturière et de l'industrie militaire. Et donc, vous avez de nouvelles classes sociales qui sont gagnantes dans cette économie et d'autres qui vont peut-être un peu plus souffrir, celles qui sont liées aux services en lien avec les relations économiques internationales. Alors, le temps filme, malheureusement, David Tertry. Et dernière question, je vous demanderai quel est le rapport, ce fameux rapport entre Russes et Ukrainiens? On dit que un Ukrainien sur trois a des liens avec la Russie. Est-ce que c'est un peuple aussi différent que ce qu'on nous propose dans les médias occidentaux? Est-ce que, il y a vraiment un conflit qui remonte à l'histoire? Qu'en est-il réellement? Alors, c'est une relation complexe. Le conflit est particulièrement complexe, y compris dans ses dimensions identitaires. Vous avez raison, beaucoup d'Ukrainiens ont des parents en Russie, que ce soit parce que ils ont un ancêtre d'origine russe, ou parce que vous avez aussi beaucoup d'Ukrainiens qui ont émigré vers la Russie. Vous avez beaucoup de mariages entre Russes et Ukrainiens depuis des décennies, donc une forme de mélange entre les deux peuples ou les deux populations. Par ailleurs, une pratique de la langue russe extrêmement importante dans le pays et qui le reste malgré tout, malgré même le conflit. Donc des cultures et des peuples qui sont extrêmement proches et en même temps un certain nombre de contentieux historiques, des interprétations peut-être un peu divergentes de leur histoire commune, et puis une Ukraine elle-même qui est divisée. Vous avez une Ukraine de l'Est largement russophone, qui est culturellement, indiscutablement très proche de la Russie, et puis une Ukraine occidentale qui, dans l'histoire, a plutôt été rattachée à la Pologne, à l'Autriche-Hongrie, et donc qui relève plutôt de l'Europe centrale, et qui regarde effectivement vers l'Occident et ne souhaite pas forcément partager un destin commun avec la Russie. Et on oublie de dire qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi qui ont immigré en Russie durant ce conflit. Rapidement, David Totri, comment va la Russie finalement? Écoutez, c'est pas simple voilà, la Russie va mieux sans doute que ne le penser, hein, on l'a dit, les élites occidentales au vu de l'ampleur des sanctions, hein, puisque c'est maintenant le pays de très loin le plus sanctionné au monde. Mais là encore, c'est un pays qui quand même mène une guerre de haute intensité en Ukraine voisine et qui est dans une situation quand même qui fait face à l'ensemble de ces problématiques d'isolement potentiel. Donc voilà, c'est une puissance indiscutable, mais il reste à voir comment elle va évoluer dans les années prochaines. Merci David Tertry, je rappelle géographe, spécialiste de la Russie, auteur, je rappelle le titre de votre livre, Russie, le retour de la puissance. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci pour cet échange et de vos réponses et de vos analyses. Je vous dis à bientôt. À bientôt. L'échiquier international arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonne fin des programmes sur L24 News et à demain.